Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. C'est un vrai plaisir de vous accompagner pendant cette prochaine heure sur Sud Radio. On va vous aider à vous sentir plus épanoui, plus serein au quotidien. Si vous avez des soucis avec votre partenaire, votre ex, votre patron, votre collègue ou même avec un proche, on va répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à venir vous confier dès maintenant au 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delavanne, vous donnera son ressenti pour l'avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va ? Mais écoutez, ça va, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, non ? Eh bien oui, j'allais vous le dire, le 1er mars. Eh oui, il fait beau, vous êtes belle, c'est ça ? Merci, vous aussi vous êtes beau. Eh oui, c'est pourquoi, oui, c'est la je vous dis journée ça ? mondiale du compliment. Ah, c'est pour ça. Exactement, ça fait du bien, mais c'est pas toujours facile à accepter. On en parlera tout à l'heure dans une dizaine de minutes. Oui. Vous acceptez, vous avez du mal, vous ? Bon, c'est toujours bien, enfin c'est toujours bon à prendre un compliment. Après, voilà, ça dépend de qui, d'où ça vient et comment c'est dit et tout ça. Donc voilà. Oui, évidemment. Oui. Bien sûr, vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Margot. Bonjour Margot. Bonjour Priya, bonjour Alexandre. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre excellente émission et pour votre présence tous les jours. Je profite de la journée du 1er mars pour vous féliciter tous les deux. Eh bien, c'est très gentil Margot. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où ? Avec grand plaisir. Je vous appelle d'Occitanie. Très bien. Et donc, ça ne va plus très fort dans votre couple, c'est ça ? Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc voilà, écoutez, j'ai 43 ans. Je suis en couple depuis une vingtaine d'années. Nous avons une enfant qui a 13 ans, donc qui est adolescente, qui rentre dans l'adolescence. À la naissance de notre enfant, mon compagnon a investi son rôle de père et m'a clairement dit que nous serions désormais une famille. Donc au départ, j'ai pas tout à fait compris et puis au fil du temps, j'ai bien compris que le couple passait vraiment après. Ah. D'accord. Notre fille est un ado aujourd'hui, donc 13-14 ans, nous ne nous retrouvons plus vraiment. De plus, il y a 2 ans, j'ai eu vraiment quelque chose de particulier, c'est que j'ai quitté ma fille et mon mari pour 3 mois, le temps d'accompagner mon papa qui était en fin de vie. D'accord. Et parce que je lui avais promis et qu'effectivement c'était quelque chose qui me tenait à cœur autant pour lui que pour moi. C'était tout à fait entendu en couple et on se l'était dit avec mon mari. D'accord. Et au retour de ces 3 mois, mon mari m'est apparu très froid, très distant. Nous avons eu beaucoup de mal à communiquer. Cela aboutit sur des conflits de plus en plus très très importants. Et actuellement, notamment depuis ces 6 derniers mois, c'est-à-dire depuis le mois de septembre à peu près, il s'est renfermé de plus en plus, se replie sur lui. Nous avons même été amenés à faire chambre à part. Il ne prenait plus ses repas parfois avec nous le soir. Enfin, très très compliqué. Je le trouve très bizarre. Je m'inquiète car je trouve son isolement incompréhensible et je me pose vraiment des questions quant à l'avenir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je m'étais toujours dit j'avais plutôt une joie de vivre, quelque chose en moi. Mais là vraiment, je me pose réellement la question de savoir où va aller mon couple et surtout quel avenir pour notre couple. Donc, son changement, c'est depuis que vous êtes revenus. Alors, il a changé, voilà. Nos relations se sont vraiment perturbées à ce moment-là. Mais effectivement, je pense que c'est depuis le mois de septembre, là, vraiment, que les choses ont été encore plus marquées avec cet isolement. D'accord. Dans lequel il rentre vraiment. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus conflictuels que d'autres, par exemple, entre vous ? Oui, ça peut être effectivement l'éducation de notre fille. Ces sujets-là peuvent des fois amener à ça. C'est vrai que nous n'avons pas une vision de la vie totalement. Voilà, on a toujours eu des visions très différentes. Je dirais par rapport à des sujets très importants, on est vraiment différents tous les deux. Mais moi, il me semblait que on pouvait quand même mener une vie bien s'entendre et en ayant des différends de ce type, quoi. Oui, il peut y avoir des différends effectivement importants. Oui. Et vous dites qu'il se renferme sur lui-même, il fait chambre à part, il prend plus les repas avec vous. Oui. Quand vous en parlez avec lui, est-ce qu'au moins il a une explication à ça, parce que c'est quand même radical?
Alors c'est très radical. Alors au départ ça a été un repli total. Il ne voulait pas répondre. C'était vraiment. C'est pour ça que je me suis dit je suis responsable. Enfin vraiment je me suis sentie coupable, je vais dire, de tout ça. Et puis je peux pas l'expliquer. C'est-à-dire que j'estime que les choses ne changent pas pour dire voilà je comprends pas. Et effectivement c'est pas lui qui a essayé. J'ai essayé de revenir plusieurs fois. J'ai essayé de tendre la main. J'ai essayé. Et là, je suis revenue, je vous dirais, il y a un mois. Là, on a réussi un petit peu à parler. Et il s'est un peu réouvert. Donc là, la situation actuelle est un petit peu mieux, je dirais. On a réussi à retrouver quelque chose qui va mieux. Malgré tout, il y a des moments où, j'arrive pas à comprendre et non, j'arrive pas à avoir d'explication. Mais vous faites toujours chambre à part aujourd'hui? Non, par contre là, non. Depuis un mois, justement, j'ai retendu la main. J'ai dit bon, il faut. D'accord. J'ai essayé voilà, mais sans pour autant avoir une explication ni quoi que ce soit. Est-ce que ça vous a... Je suppose que ça vous a effleuré l'esprit qu'il pourrait éventuellement y avoir quelqu'un d'autre? J'ai beau me le dire, justement, bien sûr, je me suis posé la question. Je pense que je me suis posé pas mal de questions. Et je pense pas que ce soit ça. J'ai vraiment pas cette impression-là, justement. D'accord. Alexandre, on peut avoir votre ressenti? Oui, effectivement. Alors bon, pour moi, Margot, il y a une période de fragilité, comme vous êtes en train de le vivre et comme vous êtes en train de le dire aussi, évidemment. Oui. Mais je sens quand même des possibilités, ou en tous les cas, il semblerait qu'il y ait de l'espoir sur l'avenir de votre couple. Alors, de ce qui semble ressortir et de ce que je ressens, c'est que votre mari, vous êtes marié, hein, c'est ça, ou vous êtes non, pas marié. D'accord. Non, mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ça fait combien d'années? Oui. 20 ans. 20 ans, d'accord. Alors, j'ai l'impression que votre compagnon, pour ne pas dire votre mari, mais c'est tout comme quand même, il a vécu des choses difficiles d'un point de vue familial. C'est un homme qui s'est un peu construit aussi par lui-même. Et si vous voulez, il y a eu, par rapport à son enfance, et c'est pas forcément le cas physiquement, mais il y a peut-être eu un sentiment chez lui, à un moment donné, de ne pas être aimé à sa juste valeur, ou un sentiment d'abandon. Il y a eu quelque chose qui semble ressortir à ce niveau-là, et qui aujourd'hui semble ressurgir dans sa vie d'homme. Ça vous parle? Tout à fait, complètement. Complètement. On peut savoir ce que c'est? C'est particulier. Je préfère ne pas en parler à l'antenne, mais vous êtes totalement dans le vrai. Voilà, exactement. Et ça, c'est un sujet sur lequel il a besoin, qui a peut-être pas été complètement élucidé, qui a besoin, sur lequel il a besoin de travailler, parce que ça a une répercussion dans sa vie de couple et dans sa vie d'homme. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que vous vous êtes rencontrés jeunes. Donc, peut-être que vous avez été son premier amour. Ou pas? Je pense qu'il a pu avoir d'autres aventures avant moi, mais il a dû avoir le grand amour. Grand amour, probablement, oui. Voilà. Vous êtes son grand amour, et donc, et pardonnez-moi, je ne veux pas dire qu'il manque d'expérience, mais il n'a pas eu le choix des expériences. Et chez lui, si vous voulez, il y a des moments, il y a des prises de conscience où il se dit que il faut peut-être vivre autre chose, ou peut-être vouloir tenter autre chose. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est infidèle et qu'il est à la chasse d'une autre histoire ou d'une autre personne, mais il se pose des questions, parce que vous êtes jeune, vous avez déjà 20 ans de vie commune, et lui manque peut-être de réalisation. Ensuite, ses comportements et ses attitudes, peu importe, et sans porter de jugement sur ce qu'ils font et ce que vous faites, ensemble, et la manière dont il y a des conflits, il y a je dirais des accrochages entre vous, mais son comportement me semble, et pardonnez-moi du terme, mais un peu immature, dans le sens où il a un comportement, il s'isole dans sa chambre, il reste dans sa chambre, il ne partage pas les repas avec vous, et donc il se positionne un peu comme un ado, comme vous voyez. Alors, il a peut-être ses raisons, et ça je ne rentre pas dans ce sujet-là, mais en tous les cas, si vous voulez, il a un conditionnement qui n'est pas complètement un conditionnement d'un homme adulte.
Et c'est pour ça que pour moi, il y a peut-être un besoin d'accompagnement chez lui pour qu'il puisse peut-être avoir une approche au travers d'une thérapie et avoir une approche différente de sa perception des choses, de sa personnalité, de faire évoluer les choses et puis de prendre conscience aussi que parfois dans des couples et avec un certain nombre d'années, il y a des remises en question et ce qui est peut-être aussi normal et il faut les vivre ces remises en question pour justement repartir d'un autre pied et encore plus de manière plus forte et plus solide entre vous. Donc c'est pour ça que je crois et vraiment c'est ne pas vouloir vous déresponsabiliser du problème parce que sûrement il y a des choses sur lesquelles vous devez peut-être améliorer de votre côté, mais je crois qu'il faut l'aider à ce qu'il se fasse accompagner pour qu'il puisse comprendre, qu'il puisse guérir aussi certaines blessures de son passé que par pudeur et par respect vous n'avez pas évoqué, mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose de très fort et de très lourd qu'il porte sur lui, sur lequel il doit changer. Et puis ensuite, avec votre enfant, c'est votre fille, c'est ça ou il y a une fille? C'est ça. D'accord. Il a un comportement qui est peut-être à un moment donné qui n'a pas été, je ne veux pas dire tout à fait normal, mais qui a peut-être, il a privilégié plus le côté de la fille que le côté du parent, du couple, du couple. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui pourraient être intéressantes à essayer de travailler et de l'aider à l'accompagner pour justement que votre couple puisse sortir de cette vague et de cette difficulté. Et je suis confiant. Voilà, exactement. Bon, super. Mais je vous remercie beaucoup pour votre C'est nous qui vous remercions, Margot. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir, merci. Allez, dans un instant, on verra comment accepter les compliments et on vous attend sur Sud Radio. 0826 300 300, restez avec nous. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Allez Trina, puisque c'est la journée, accepter les compliments, c'est le sujet du jour. Hein. Oui, c'est la journée mondiale du compliment, le 1er mars. Cette journée a été mise en place en 2003 par les Pays-Bas qui voulaient mettre à l'honneur la positive attitude. Étymologiquement, ça vient du mot complimiento qui au XIIIe siècle était synonyme d'abondance. On le voit apparaître dans la langue française au XVIe siècle avec pour définition une visite de courtoisie que l'on a fait à un personnage officiel. Et c'est au XVIIe siècle qu'on parlera du compliment comme une parole élogieuse adressée à quelqu'un. Ils sont importants, les compliments, et pourtant certaines personnes ont du mal à les accepter. D'après les psychologues, ça viendrait souvent de l'enfance, des rapports avec les parents ou de l'école. Il y a les enfants qu'on a toujours félicités et ceux qu'on a punis ou dévalorisés. C'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi les compliments sont importants ? Eh bien, elles jouent un rôle important dans nos relations sociales, mais aussi dans notre bien-être. Les compliments rassurent quand on les reçoit suite à une prise de décision importante. Les compliments motivent et engagent quand ils sont faits dans le cadre du travail. Les compliments sont propices à l'accomplissement personnel d'une personne qui va se construire autour de ses bases positives. Il faut vraiment recevoir les compliments comme des cadeaux parce qu'ils sont un véritable carburant pour notre estime de nous. Le souci, c'est que pour certains, le compliment provoque une résistance, un repli sur soi, voire même de la colère parce que ça engendre automatiquement une peur de devoir être redevable, de devoir faire toujours mieux et d'être irréprochable. Et ça peut carrément gâcher la vie. Alors, comment accepter les compliments ? D'abord, ne les évitez plus. Dites simplement merci. Quand on vous fait des compliments, répondez mais sans en faire trop. Encore mieux qu'un merci, si vous vous sentez capable, répondez que ça vous touche beaucoup. Si vous rougissez, ce n'est pas grave. Acceptez-le et dites-vous que la timidité fait partie de votre caractère. Étant donné que vous préférez que l'attention ne se porte pas sur vous, reprenez confiance en vous. Faites un inventaire de vos propres qualités et entraînez-vous à vous complimenter vous-même. Il paraît que ça marche très très bien. Ça vous aidera à mieux accepter les compliments des autres, par conséquent. D'accord. Alors c'est vrai que dans certaines éducations ou certaines cultures, les compliments, il y a une pudeur face aux compliments. Et c'est pas évident de les recevoir, de les entendre et aussi de les donner. Mais il faut complimenter. Ça fait toujours du bien d'en donner et d'en recevoir. Oui. Ça fait du bien. Catherine nous a rejoint. Bonjour Catherine. Est-ce qu'on a Catherine ? Oui, vous m'entendez ? On vous entend, Catherine. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de l'Île-de-France et à moi de vous complimenter. Effectivement, j'écoute beaucoup Sud Radio pour la pertinence de ces analyses, de ces chroniqueurs et chroniqueuses. Et je vous suis depuis pas mal de temps et j'apprécie votre bienveillance et votre analyse des choses. C'est gentil. Merci beaucoup, Catherine. Alors, votre mari a subi un licenciement très violent, c'est ça ? Oui, avec pas mal de harcèlement moral en fait, sur toute l'équipe.
D'accord. Et c'est quelqu'un qui a su rebondir tous les 7 ans, il changeait de travail. Oui. Et là, ça a été comment dirais-je, le licenciement de trop, en fait, puisqu'il est tombé dans l'alcool. Et j'ai réussi avec beaucoup de patience, mais beaucoup d'efforts à le sortir de là. Et après cet épisode d'alcool, maintenant, il est en dépression. Et moi, j'arrive à un moment où je suis très fatiguée, même si je m'occupe de moi, j'ai un suivi, etc. Mais je trouve le temps extrêmement long et coûteux, et de le voir ne pas rebondir, ça m'inquiète beaucoup. Voilà, donc je voulais savoir si cette période allait encore durer longtemps ou pas, parce que je m'inquiète pas mal. D'accord, mais donc qu'est-ce qu'il a subi à son travail exactement ? En fait, c'est curieux, mais il a toujours été avec des patrons un petit peu autoritaires et malveillants, un petit peu comme son père. Enfin, je fais un petit peu de la psychanalyse de comptoir, mais oui. Il est toujours tombé chez des gens comme ça, avec un regard sur lui assez négatif. Et je pense que là, ça l'a vraiment déconstruit, affaibli. Et là, il a du mal à rebondir. Alors, il a tenu avec l'alcool, mais enfin, il a tenu, j'ai l'impression qu'il s'est vidé de lui-même, et je sais plus qui il est en ce moment, quoi, en fait. Parce qu'il est dépressif, alors je le pousse à avoir un suivi psychologique, etc. Oui, j'allais vous mais demander. il est pas du tout en mouvement, en fait. D'accord. Pour l'instant, Voilà. il ne se sent pas capable de reprendre une activité professionnelle. Non, et ça fait au moins 3 ans que ça dure, parce qu'il est au chômage. D'accord. Et moi, je le pousse à faire n'importe quoi. Enfin, aller dans une association, faire les devoirs pour les enfants le soir. Enfin, bon, je lui suggère, mais je suis fatiguée, en fait, de suggérer des choses. Bien sûr. Choses qui rebondissent par lui-même. Alors, Alexandre, comment percevez-vous la suite ? Alors, c'est pas évident, je veux pas être pessimiste face à la situation, Catherine, mais effectivement, c'est un combat, c'est une lutte, et aussi, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, mais je crois que aujourd'hui, votre mari a besoin de faire peut-être d'aller vers une reconversion. C'est quelqu'un qui a un besoin, peut-être d'aller chercher son ambition vers autre chose, et d'aller ou de trouver son ambition par rapport à d'autres secteurs d'activité, par rapport à autre chose, et peut-être aussi sortir d'une certaine zone de confort. Alors, aujourd'hui, oui, il semble ressentir avec cet état de dépression, et c'est pas à moi de dire, c'est bien sûr au système médical, mais en tous les cas, je sens que il peut déjà arriver à aller vers du mieux, mais je crois qu'il faut que lui-même accepte peut-être de changer les choses, et aussi qu'il accepte d'aller vers d'autres horizons nouveaux, pour pouvoir un petit peu peut-être aussi se remettre en question, pour mettre en dynamique de nouvelles possibilités, comme je vous disais, celle de l'ambition, celle aussi peut-être de faire ou de faire reconnaître certains talents qu'il a et qu'il n'a pas su les mettre de l'avant auparavant. Et pour moi, il y a vraiment une prise en charge, où il y a un accompagnement qui est important sur lui, non pas seulement par rapport à ce qu'il a vécu, parce que ce qui a été vécu a été vécu, malheureusement, mais aujourd'hui, c'est plus d'aller dans cette reconstruction du positif, c'est-à-dire de sortir du climat et du terrain sur lequel il est ou il a été, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, et de donner un autre regard sur son existence, pour que progressivement il puisse lui-même à un moment donné sortir de toute mauvaise habitude, de mauvais repères, de dépendance, de pas mal de choses comme ça, pour arriver à s'éloigner et à s'échapper de tout ça, et à reprendre un quotidien normal. Donc pour moi, il y a une évolution qui semble s'annoncer, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a un besoin d'une autre prise en charge, d'une prise en charge thérapeutique, et d'une autre prise en charge supplémentaire, peut-être. Ça ne veut pas dire que ce qui a été fait jusqu'à présent
est pas bon, parce que déjà je ne me permettrai pas, mais peut-être qu'il faut aller chercher des outils supplémentaires pour l'aider à sortir de tout ça. Et puis peut-être auparavant et avant qu'il ait des problèmes professionnels, je pense qu'il y a des fragilités chez lui qui semblent apparaître, et notamment à son jeune âge, aux alentours de la vingtaine, il a pu avoir déjà quelques fragilités à ce niveau-là, et alors qui était peut-être moins importante qu'aujourd'hui, mais il y a eu quelque chose, et j'ai l'impression que ce qui vit aujourd'hui n'est que la suite de ce qui s'est déjà passé auparavant. Est-ce que ça a été le cas, ou est-ce que vous avez connaissance de cette période-là ? Moi non, parce que je le connaissais pas à cette époque, mais je sais que on m'a dit qu'il avait eu des addictions déjà, et c'est vrai que étant enfant, il a eu un accident grave qu'il a avec un accident de la route en fait qui l'a vraiment gêné pendant son adolescence. Mais c'est quelqu'un jusqu'à maintenant, enfin, qui a su rebondir, qui avait des activités. Et là, il est complètement, il a plus d'identité, je le reconnais plus en fait. Lié à ces addictions-là qu'il a pu prendre ou avoir lié à son passé, où aujourd'hui, il repart sur des anciennes, malheureusement, mauvaises habitudes, mais il repart sur ça. Donc, il faut cesser, ça va s'estomper, ça va changer, mais il faut encore une bonne période de 6 mois avant d'espérer quelque chose de mieux. D'accord. Bon. Tenez-nous au courant pour la suite, Catherine. Oui. On veut des nouvelles. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Allez, dans un instant, ça sera la suite avec la superstition du jour. Alexandre en a hâte. Venez nous rejoindre au 0826 300 300 tout de suite. De retour dans C'est votre avenir. C'est toujours notre coach intuitif et médium Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Ah non, Trina, 0826 300 300. Oui, c'est vrai que vous le dites mieux que moi. Ah, c'est parce que j'attendais le compliment. J'allais vous en faire un, mais alors du coup, j'en fais pas un deuxième. Non, mais moi, par contre, je vais vous parler de la superstition des compliments. Ah, superstition sur les compliments. Oui, sur les compliments, oui, effectivement. Alors, vous savez que parfois, le compliment peut générer une superstition ou une croyance, qu'elle soit positive ou négative, mais elle génère quelque chose. Et dans certaines cultures ou croyances complimentées, un objet ou un accessoire ou un vêtement peut laisser croire à ce que l'on déverse parfois le mauvais œil ou avec un compliment. Avec un compliment. Exactement. Alors, pour conjurer le sort à la suite de ce compliment, certains feront discrètement un signe religieux ou ils vont peut-être aussi citer une parole de protection pour justement arriver à conjurer ce sort-là. Aussi, un compliment adressé à une jolie petite fille ou à un enfant porterait malheur dans certaines croyances, ce qui se disait ou de ce qui se dit. Et plus généralement, on doit éviter de se féliciter d'une bonne santé ou des affaires prospères ou bien d'autres choses, car apparemment, ça attirerait les démons. Alors, vous savez que certains compliments de complaisance ou de flatterie peuvent se retourner aussi contre soi s'ils ne sont pas sincères. Sincères, oui. Exactement. Les miens sont sincères, Alexandre, je vous rassure tout de suite. De toute façon, s'ils se retournent contre vous, c'est pas de ma responsabilité. Mais ils sont sincères. Bon. Vous le savez très bien, d'ailleurs. Bon, mais écoutez, restez sincères, alors. Voilà. C'est tout ? Mais c'est tout, c'est déjà pas mal. Après, vous savez que d'après vous, combien de compliments il pourrait avoir ? En totalité. Des dizaines de milliers ? Eh oui, je pense. Vous pouvez m'en faire un comme ça, du coup, par exemple. Je vous en ai fait déjà un en début d'émission. Oui, mais ça se... Non, il faut... ça s'achète un compliment aussi. Vous monnayez maintenant, comme avec nos réalisateurs. C'est drôle. Alors ça, c'est une fausse info. C'est pas très gentil de votre part. C'est comme moi dans les couloirs. Ça, c'est pas un compliment. Je vous en fais tous les jours. Vous savez très bien. On retrouve Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Alors, puisqu'il faut vous faire un non, vous n'êtes pas obligé, Non, mais je vous en fais quand même parce que voilà, j'adore vos voix en tout cas. Voilà, j'aime beaucoup vos voix qui sont très chaleureuses l'un et l'autre. Voilà, c'est pas de la complaisance, c'est la réalité. C'est très gentil. C'est très agréable d'écouter en tout cas. C'est gentil. Voilà. Vous nous appelez d'où, Florence ? D'Occitanie. D'accord. Alors, vous avez prêté une très grosse somme d'argent à un ami.
Oui. Racontez-nous. Alors, il se trouve que j'ai eu l'opportunité de faire un petit héritage en fait de ma maman. Et donc cette somme d'argent, ça c'était l'année dernière, l'été dernier. Et sur le coup, je me dis, je savais pas trop quoi faire de cet argent, j'avais pas de projet particulier. Et voilà. Et il se trouve que j'ai revu cet ami là à ce moment-là. Il a eu vent de cet argent et m'a demandé si je pouvais lui prêter cette somme qui correspondait à la finalisation de l'achat d'une maison. D'accord. Voilà, donc j'ai dit pourquoi pas, je sais pas trop quoi en faire pour l'instant, l'argent va circuler et puis je retrouverai, voilà, quand d'ici un an, je retrouverai l'argent et voilà. Et donc il m'a fait reconnaissance de dette, je lui ai prêté cet argent. Et par ailleurs, la maison, c'était aussi le but était de partager une activité commune pour faire de l'accueil, voilà. Et en fait, il se trouve que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Voilà, l'aménagement de la maison qu'il a fait, c'était très très long, il avait beaucoup de bazar et du coup on n'a pas pu faire quoi que ce soit au niveau des activités qui étaient prévues. Voilà, et maintenant j'ai quand même des gros doutes sur sa solvabilité, sur le fait je sais pas comment il va me rembourser quoi. Je lui ai demandé plusieurs fois et en fait les arguments sont pas très probants pour moi, donc j'ai un peu des doutes. D'accord. C'est quelle hauteur la somme 70 000 €. Ah, quand même. Ouais, quand même, ouais. Et oui, j'avoue que je n'ai pas l'habitude du tout de gérer de l'argent. Et en fait, pour moi, c'était pas un problème, c'était pas quelque chose de. Et puis voilà, je suis beaucoup trop confiante en fait. Et voilà. Et quand vous lui posez des questions, qu'est-ce qu'il vous donne comme argument alors ? Alors c'est assez étonnant parce qu'en fait, il a pas vraiment d'argument et c'est soit il attend la vente de la maison de la sœur de son ex-femme, donc ça, merci. Voilà, il n'arrête pas de me dire qu'il n'a pas assez d'argent, qu'il n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est quand même une maison qui a coûté presque 6 000 €, dont 600 000 €, pardon. Donc voilà, et il n'a pas de souci il a un gros 4x4, enfin tout va bien quoi, apparemment pour lui. Donc là, il a fait pas mal d'aménagements dans la maison et du coup, il était prévu que je cohabite dans cette maison puisqu'il était prévu de faire des activités communes et je viens d'apprendre par internet qu'il veut louer une partie de la maison en Airbnb, donc voilà. Donc il fait ses projets de son côté en fait, si j'ai bien compris. Voilà, et en fait moi il me demande de quitter la maison quoi. Voilà. Alors, en plus de ne pas rendre l'argent. Bon. Et en plus, non, parce qu'en fait, je lui loue, parce que moi, j'étais quand même très honnête et je lui ai dit, bon, écoute, moi, je veux bien cohabiter, mais pour pas avoir de problème, justement, je te loue une partie de la maison. En fait, je loue une chambre et une salle de bain, voilà, et j'utilise normalement la maison. Enfin, voilà. Mais les lieux communs. Mais comme rien ne s'est passé de tout ce qu'on avait prévu, là, il me demande de partir, en fait, sans préavis, sans rien. Il me dit, non, il faut que tu partes le 15 mars, parce que, en fait, il m'a même pas dit qu'il louait la maison, mais c'est moi qui l'ai trouvé sur Internet. Donc voilà, la confiance en fait est vraiment baissée très très bas. Ah bah oui, en effet. Ah oui. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez pour la suite ? Je suis très curieuse. Oui, pardonnez-moi, mais c'est un peu méli-mélo cette histoire. Alors, je vais être un peu cru avec vous et pardonnez-moi, mais est-ce que vous avez eu une relation intime ensemble ou est-ce qu'il y a eu à un moment donné une confusion au-delà de l'aspect matériel, mais une confusion affective ? Alors on a eu il y a longtemps, mais en fait il n'y avait pas du tout de perspective de couple du tout dans cette affaire-là. Voilà. Et ça s'est bien passé ? Comment ça, dans quel sens ? Sur la relation que vous avez eue ensemble auparavant. C'était très léger, hein, franchement. C'était très léger. Il n'y avait pas du tout il y a pas du tout de, non, c'était frais, c'était juste léger quoi. D'accord. Donc il n'y avait absolument pas de. Parce que pour moi il y a une confusion. Alors peut-être pas dans votre esprit à vous, hein, mais dans son esprit à lui, il y a une confusion entre le côté, je dirais, de ce que vous avez partagé ensemble au-delà de l'amitié, parce que bon, vous avez quand même une intimité, donc voilà. Et puis même si cette relation après s'est avérée plus une amitié qu'autre chose, mais il y a quelque chose de confus et lui-même, j'ai l'impression qu'il n'a pas su ou il ne sait pas aujourd'hui mettre des limites à tout ça. Et très sincèrement, alors je ne sais pas si vous le considérez comme un ami, mais aujourd'hui il n'est pas non. Oui, son comportement, voilà, il n'agit pas comme un véritable ami, parce que sinon
solutions, il essaierait de trouver des solutions et il vous sortirait pas de cette maison de cette manière-là. Tout à fait, voilà. Bon. Mais je suis à me demander justement s'il a pas, enfin voilà, bon après moi je sais que je suis un peu naïve, hein, surtout pour ces affaires-là, mais je suis à me demander s'il n'a pas saisi l'occasion de cette opportunité-là pour faire ce qu'il avait envie de faire, et puis en fait il est fait, je sais même pas si l'argent a servi de prendre de cet argent que je lui ai prêté. Sûrement qu'il y a une stratégie. Oui. Sûrement une stratégie. Sinon, voilà, sinon il mettrait carte sur table, il vous expliquerait, il vous rassurerait, il apporterait une garantie. Là, il n'apporterait aucune garantie. Ce qui vous sauve, c'est qu'il y a quand même, il y a une reconnaissance de dette, et c'est ce qui vous sauve. Mais aujourd'hui, vous avez votre taux de patience et de gentillesse, je dirais, à ses limites. Donc peut-être qu'il faut, alors attention, je ne suis pas en train de faire le justicier, mais il faut vous protéger, vraiment, Florence, parce que son comportement et son attitude ne donnent pas justement suffisamment de garanties pour continuer à faire confiance. Donc, pardonnez-moi de parler ainsi, mais après, il y a des, je dirais, des personnes compétentes qui peuvent témoigner ou qui peuvent acter justement un problème à ce niveau-là. Et puis, si vous avez cette reconnaissance de dette et si vous avez une preuve de virement, de choses comme ça, eh bien, il faut passer à une étape supérieure pour voilà, c'est ce que je suis en train de faire là, parce que en fait, j'ai le papier des impôts, comme quoi je lui ai prêté cet argent. Mais le truc, c'est que en fait, je me suis aperçu, en fait, il n'y a pas le cachet, il n'y a pas le cachet de cette je ne sais pas si lui, il a fait la démarche d'aller porter ce papier aux impôts. Donc là, je suis en train j'attends la réponse des impôts pour savoir où est-ce qu'il en est, quoi. Alors, en tous les cas, bon, c'est pas à moi de dire si c'est valable ou pas, mais ce que je peux vous dire une chose, c'est que je pense que vous allez activer et vous allez passer à une étape supérieure, et je pense qu'il va réagir. Je pense qu'il va réagir parce que ça va lui faire peur. La justice lui fera peur, et donc à partir de là, il faudra peut-être mettre en place un échéancier, peut-être avec l'appui d'un huissier ou autre, pour que ça soit respecté en temps et en heure, et permettre de reprendre, si vous voulez, un lien cordial et ne pas vous fâcher définitivement avec cette personne, et qu'il ne s'enfuit pas dans la nature. Mais c'est ce que j'ai un peu peur aussi. Non, je me dis, mais je crois pas. Sincèrement, vous arriverez à pouvoir être remboursé, et je crois que à un moment donné, il y a un seuil, si vous voulez, sur lequel il va être vigilant, et il va vouloir essayer de faire en sorte de trouver une solution avec vous. Mais Alexandre, pardonnez-moi, mais je veux juste revenir sur justement cette notion d'ancienneté, de petite relation, même si c'était léger, comme vous nous dites, Florence, mais il est resté sur une amertume, en fait. C'est ça que vous disiez tout à l'heure, Alexandre, non? Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors moi, c'est mon ressenti, mais il a profité d'une faiblesse. Mais ça, c'est mon ressenti. Voilà, c'est mon ressenti. Il y a une petite. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il a profité de ça. Après, je suis pas en train de le juger parce que je connais pas ce personnage, je ne me permettrai pas. Mais parfois, on peut être maladroit, ou parfois on peut avoir des intentions sur lesquelles on essaye de créer une stratégie, et puis pour en finir, ça dérive vers quelque chose qui ne sont pas en la faveur de l'autre personne, et à la fois qui donne un comportement d'une personne intéressée, d'une personne peut-être opportuniste, et tout ça. Donc voilà. Après, je veux dire qu'aujourd'hui, il attend, si vous voulez, une donation ou c'est un héritage de quelqu'un. Il a pris votre argent à vous un peu, tout ça. Bon, pourquoi pas, hein, ça c'est ça, c'est à lui à gérer. Mais c'est vrai que ça manque d'éclaircissement et un petit peu de transparence dans tout ça. Donc il faut vous protéger. On parle vrai sur Sud Radio. Évidemment, je le répète encore et je le répéterai toujours, c'est votre ressenti. C'est mon ressenti, bien sûr, et je ne juge pas la personne. Pour parler vrai, si, d'après vous, d'après votre ressenti, Florence ne passait pas par un moyen plus officiel de justice, elle ne reverrait pas cette somme, selon vous? Alors,
En tout cas, il y aura du mal. Moi, de ce que merci Trina. Non. Je viens de préciser ça. Non, mais c'est vrai, j'avais raison parce que. On ne va pas aller sur. Je passe, mais je le sens moi-même. De toute façon, j'ai déjà fait les démarches aux impôts. Oui. Donc là, il faut vraiment que j'agisse et j'attends d'avoir la réponse. Et sinon, je prends un rendez-vous. Enfin voilà, j'attends d'avoir des. C'est plus probable qu'elle obtienne en passant par. Voilà, mais pour répondre à vous, Trina, je ne suis pas en train de dire que cet homme est un voleur ou un escroc ou autre des choses. Mais qui ne pourrait pas rembourser, je suis en train de dire de ce que je perçois. Oui. C'est mon rôle. Et je perçois que vous allez actionner les choses de manière un peu plus sévère, un peu plus juridique. Et là, je vois que lui se manifeste et tout ça. Et après, là, ça va marcher. Voilà, chacun sa responsabilité. Ça peut prendre combien de temps selon vous? Ça va être assez rapide à mon avis. Je pense que d'ici l'été, il y a des réactions, il y a des choses comme ça dans ce sens-là. Tenez-nous au courant, Florence. Oui, ça va. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À bientôt, Florence. Au revoir. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Oui. Car je célèbre le 1er mars, du coup, ça y est. Eh bien oui, le 1er mars, vous savez que le 1er mars, c'est la Saint-Aubin. Ah! Oui. Bon, je ne connais pas de Aubin. Voilà, mais autour de la Saint-Aubin, on pourrait faire plein de dictons. Oui, mange on est pas bien de dans pain, le bain. Voilà, on est bien dans le bain, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Nanaël. Il aide à la communication spirituelle, il redonne le goût à la spiritualité et au calme. Et puis, il est dans l'amour d'autrui. Donc intéressant de l'invoquer aujourd'hui. Alors sa formule d'invocation est celle de dire: rends possible ce qui est impossible, remplis nos cœurs d'amour et de fraternité. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur verte, et sa pierre de chance, c'est le jade. J'aime beaucoup cette pierre. Oui. Vous savez que dans certaines croyances, avoir du jade sur soi ou chez soi était un gage de richesse et d'élévation. En Orient, le jade représente l'empereur et il incarne les pouvoirs du soleil, et la pierre de jade a une efficacité thérapeutique importante autant sur l'esprit que sur le corps. Allez, un petit souvenir du jour. Oui, un anniversaire aussi, non? Non, aujourd'hui il n'y a pas d'anniversaire, il y a des compliments, mais pas d'anniversaire. Oui, mais on aime les compliments. Voilà, exactement. Vous savez qu'en 1987, qu'est-ce qui s'est passé ce 1er mars 1987? Vous avez 5 ans. Eh bien, je pense que vous avez longtemps regardé, et vous regardez encore peut-être cette chaîne, c'était la naissance de la chaîne M6. Ah bah oui, j'en suis bien sûr que je regarde. Ah oui, en 87 ? Le 1er mars 1987. D'accord, bon, on en apprend tous les jours dans cette émission, décidément. Allez, on part rapidement sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Marie-Paul qui nous dit: alors, j'ai rêvé que j'accouchais pour la première fois et un homme que je ne connaissais pas m'a aidé. J'ai accouché sans problème d'une petite fille. Toujours dans mon rêve, je donnais naissance le lendemain à une autre petite fille, mais cette fois sans l'aide de personne. Mon ventre a fait des vagues lors de l'accouchement. Comment l'interpréter ? Alors, rêver d'accouchement annonce généralement un changement de situation. Ça peut être aussi la fin d'un cycle, par rapport au cycle de cette grossesse, ou tout simplement aussi le changement de vie professionnelle ou peut-être de vie sentimentale en fonction de cette auditrice, dans quelle situation elle se positionne et elle se situe. Vous savez que aussi, quand on rêve d'accouchement, ça peut être aussi d'une idée qu'on peut avoir audacieuse ou une idée un peu de génie qui peut très bien nous arriver sur un événement, sur une situation. Et puis, il faut bien retenir comment l'aspect du rêve, parce que c'est en fonction de l'aspect du rêve où on va pouvoir définir si ce rêve est positif ou négatif. Et là, dans le cas de cette auditrice, eh bien, le rêve est plutôt positif, parce qu'il y a deux voilà, et ça se passe bien et sans souffrance et tout ça, donc il y a de bons changements. Mais peut-être que comme il y a 2 naissances, il y a 2 changements de vie qui s'annoncent, ou peut-être 2 idées de génie. Voilà. Et le pire qui fait des vagues, c'est étrange ça? Oui, mais c'est le mouvement. Les vagues, c'est la notion du mouvement, c'est la notion aussi du nettoyage, parce que la vague, ça nettoie, vous savez, comme une machine à laver quand vous êtes dans l'essorage. C'est vrai. Quelle métaphore. Mais dans l'aspect négatif, parce que si c'était un rêve négatif, là je ne le ressens pas de cette manière-là par rapport à ce qui a été cité, mais si c'est négatif, ça peut annoncer parfois une disparition d'un entourage. Mais
Bon, ce qui n'est pas le cas, voilà. Pour le coup. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Et oui. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, Alexandre. 0826 300 300. Si vous voulez être éclairé sur votre présent et votre futur. Il reste encore quelques minutes pour appeler. Oui, dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix, présentée bien sûr par Philippe David et Cécile de Minibus, en direct du Salon de l'Agriculture. Et d'ici là, on souhaite la bienvenue à Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Christelle, vous nous appelez d'où? De Seine-et-Marne. D'accord. Alors, votre... Je me permets, vu que c'est la journée du compliment, je me permets de vous remercier pour toute votre gentillesse et votre bienveillance. Merci beaucoup, c'est très gentil Christelle. Donc, votre procédure de divorce est très difficile. Voilà, c'est ça. J'ai demandé le divorce il y a 8 ans. Mon ex faisait tout pour repousser, retarder ou ne pas donner les papiers, ce qui fait que je suis divorcée que depuis 3 ans et demi. J'ai eu un report à la Cour d'appel de Paris en juin. Donc du coup, je passe à la fin du mois. Et du coup, j'avais 2-3 questions à poser à Alexandre. Oui, allez-y. Alors du coup, voilà, je voulais savoir, vu que je passe fin mars, je voulais savoir comment allait se passer la finalisation de la procédure de divorce. Et du coup, pour clôturer la maison où nous vivions tous les 4, que la juge m'avait attribué, car mon ex avait quitté le domicile conjugal. Donc du coup, voilà, je voulais savoir comment va se passer cette période, si vraiment je vais vraiment passer au mois de mars ou si je vais de nouveau avoir un report. Voilà, donc ça c'est la première question. Et quelles sont les autres? Alors du coup voilà, pour la suite, je voulais voir si on allait trouver un appartement ou une maison pour mon fils et moi assez rapidement, vu que moi je suis maman solo et j'ai peur que ce soit très compliqué niveau garantie. Et du coup, je voulais aussi avoir un délai. Si Alexandre voyait un délai proche, lointain. Et dernière question, savoir si j'allais rester dans la ville où j'habite ou si vraiment il voyait quelque chose de plus loin ou pas. D'accord. Alors, Alexandre, on vous écoute pour ces questions. Je vais vous demander de penser à votre divorce et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Oui, écoutez, bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Bleu foncé, bleu foncé. D'accord. Alors effectivement, vous avez eu plusieurs reports sur cette procédure? Oui. Alors là, le dernier report que j'ai... Il y en a eu 3? Je les compte, oui, au moins 3, oui. D'accord, parce que j'ai l'impression que comme si il y avait eu 3 événements passés et là aujourd'hui il y a quelque chose qui doit se décider, mais comme si on donnait un rendu sur peut-être sur une audience qui a pu se faire ou qui a été déjà établie. Est-ce que... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, je dirais que oui, le divorce va se prononcer. En tous les cas, cette année, ça se prononce. Sur la période du mois de mars, ça m'est difficile de vous dire si c'est exactement sur le mois de mars ou pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de blocage à ce niveau-là. Il se peut que vous ayez cette audience qui se passe et qui effectivement se réalise sur cette période du mois de mars, mais à la fois, il y a quelque chose qui se retarde un petit peu dans le temps. Mais ça ne changera pas la prise de décision, ou en tous les cas de ce qui aurait été décidé par le juge. Et j'ai l'impression que bien à la suite de ce divorce, ça va pouvoir permettre de rééquilibrer les choses et ça va être assez équitable. En ce qui concerne le changement de lieu ou d'endroit pour vous et d'habitation, c'est ça, pour trouver une habitation? Oui, tout à fait. Oui, vous allez trouver une habitation. Il y a quelque chose de bon et j'ai l'impression que le mois de juin, alors je ne sais pas, vous avez une échéance pour ce changement de lieu? En fin de compte, l'échéance va dépendre de déjà si je passe vraiment au mois de mars, vu que je devais passer au mois de juin et la juge a trouvé notre affaire pas prioritaire, ce qui fait qu'on a eu un report d'audience. Mais par contre, je suis vraiment divorcée depuis 3 ans et demi, Alexandre. En fin de compte, là, on passe pour clôturer la garde des enfants, mais bon, mes fils sont majeurs, la pension alimentaire pour l'un de mes fils qui est encore en études, et le fait d'avoir eu cette maison, moi, par jugement, vu que lui m'avait trompé et du coup avait quitté le domicile conjugal, la juge m'avait donné la maison
maison, il avait donné ordre de quitter les lieux idicaux. Ah bon, on n'avait pas compris. Alors, moi, oui, voilà. Alors, excusez-moi, j'ai pas compris. Mais à la fois. J'ai peut-être pas été clair. Hein, oui, mais non, c'est peut-être tout simplement moi qui n'avais pas eu cette compréhension-là. Mais à la fois, ça prouve que de ce que je ressentais, c'était un petit peu la situation, parce que je voyais déjà quelque chose qui avait été jugé et tout ça. Donc oui. Oui, effectivement. Exactement, on est divorcés. Oui. Exactement. Et je parlais du mois de juin. Donc effectivement, il y a eu quelque chose qui était acté au mois de juin, mais ça s'est anticipé. Alors moi, j'ai quand même l'impression que vous pouvez avoir un délai qui se reporte un peu. C'est-à-dire que oui, le mois de mars, cette audience va être rendue et tout va se classer. Et puis que ça va donner un droit de garde et tout ça. Et puis pour cet changement de lieu d'habitation, peut-être que période le mois de mai-juin, ça peut se négocier pour que vous changez à cette période-là. Et là, donc, du coup, ça vous permettra de pouvoir refaire une vie et vous trouverez une habitation, même si les garanties peuvent être pour vous une crainte ou une peur, mais vous trouverez quand même une habitation par le biais d'un réseau et d'un entourage, tout simplement. C'est très bien. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Alexandre, on se retrouve demain. Bien sûr. On s'intéressera à l'absorption de l'énergie. Oh là là. Oui, tout un programme. On le fait avec une paille ou sans paille? Si vous voulez. Allez, on part tout de suite au salon de l'agriculture, rejoindre Philippe David, Cécile de Minibus et toute l'équipe des Vraies Voix. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va les amis? Et vous, comment ça se passe sur le stand des Pyrénées-Atlantiques? Eh ben écoutez, ça chante. Ça chante déjà? Ah ben ça chante, ça fait la fête. Ça chante et ça mange. On nous a apporté de la chistora, la saucisse basque, des cœurs de canard, vraiment il y a du bonheur. On arrive. Ah ben allez-y, elles sont excellentes en plus. Quel est le menu? En tout cas, aujourd'hui, on va revenir sur les normes qui sont en train de tuer nos agriculteurs. Est-ce que vous pensez effectivement que ça va les tuer? Pour l'instant, vous dites oui à 96%. Et puis à 18h30, Philippe. La France peut-elle retrouver sa souveraineté alimentaire? Oui, puisque la France s'auto-nourrissait depuis les mérovingiens ou les carolingiens, on ne sait même plus. Et maintenant, si on enlève les vins et spiritueux, on a une balance commerciale déficitaire. Est-ce qu'on peut retrouver notre souveraineté alimentaire? Un seul numéro, Cécile. 0826 300 300. Et nous serons avec nos invités, et Philippe Bilger et Olivier d'Artigol. Absolument. Et deux vraies voix locales. On commence par Max Brissot, sénateur. En direct du département des Pyrénées-Atlantiques. À tout de suite. Et laissez-nous un petit peu de trucs à manger quand même. Rien. Rien. Allez, à demain.